Bonjour, je suis Mélanie Baudouin. Je suis conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique dans l'équipe changement climatique depuis maintenant 7 ans. Qu'est-ce qui cause les îlots de chaleur urbains en ville? On se rappellera que les îlots de chaleur, c'est des endroits dans les villes où la température est plus élevée, peut aller jusqu'à 10 degrés Celsius de différence avec des zones boisées ou des zones rurales environnantes. Donc, la raison pour laquelle les îlots... En fait, il y a plutôt deux raisons pour lesquelles les îlots de chaleur sont créés. Une des premières raisons, c'est les émissions de gaz à effet de serre, donc qui sont causées beaucoup par les activités de l'homme. On parle principalement de transport lorsqu'on parle des villes. La deuxième raison, c'est vraiment l'urbanisme, l'urbanisation de nos secteurs qui a été créé. De plus en plus, le couvert végétal est réduit et on l'a remplacé par des matériaux comme l'asphalte, comme le béton, des matériaux qui sont imperméables, donc qui ne laissent pas percoler l'eau dans le sol. L'eau se retrouve à la surface, va ruisseler dans les égouts et ne va pas aller nourrir la végétation qui, par la suite, va être en mesure de rafraîchir la température grâce à l'évapotranspiration. Donc, c'est le retour de l'eau à l'atmosphère, si on le veut. Une autre des raisons, c'est les matériaux qu'on utilise. Oui, ils sont imperméables, mais ils sont aussi très foncés. Donc, la capacité de ces matériaux-là, c'est d'emmagasiner la chaleur. Ce que ça va faire dans les villes, c'est que lorsque le soleil se couche et que la fraîcheur devrait s'installer grâce à la nuit, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ces matériaux vont avoir emmagasiné la chaleur et vont la relâcher pendant la nuit. Donc, on n'a pas ce phénomène de fraîcheur qui va se propager pendant la nuit et on va quand même rester avec des températures très élevées. La température de l'air va être pratiquement la même le jour que la nuit dans les lieux où il y a des îlots de chaleur urbains. Quels sont les impacts des îlots de chaleur urbains sur la santé et quelles sont les populations les plus vulnérables? En fait, c'est principalement l'effet de chaleur intense qui va être la problématique ici. Tout le monde peut souffrir de chaleur, hein, que ce soit moi, vous, tout le monde peut souffrir de chaleur, mais il y a certaines populations, comme vous le mentionniez, qui sont vraiment plus susceptibles d'avoir des problématiques de santé liées à la chaleur. On parle aussi des très jeunes enfants, donc les enfants en bas de 5 ans. On parle aussi des travailleurs, les gens qui travaillent toute la journée, chaleur ambiante, donc les travailleurs extérieurs. Les sportifs de haut niveau qui vont s'entraîner à la chaleur, donc c'est encore une fois une de nos populations vulnérables. Parmi les plus vulnérables, je vous dirais, il y a quand même les gens qui sont défavorisés, donc ils n'auront pas les moyens de s'adapter nécessairement à la chaleur. On a les personnes âgées, on disait en 2004 que la population allait doubler, la population de personnes âgées allait doubler d'ici 2051. Et puis on a également les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, donc on a toute cette population-là est bien à surveiller. Également, je pourrais ajouter aussi les gens qui vivent dans l'isolement, qui n'ont pas de réseau de contact autour d'eux, donc qui sont plus à risque. Les problématiques de santé qui peuvent être engendrées, bien, ça peut être plutôt banal, comme un peu des étourdissements, on peut aller plus loin avec des pertes de conscience. Ça va exacerber les maladies pour les gens qui ont, les symptômes, pardon, pour les gens qui ont des maladies chroniques. Donc, on parle des gens, par exemple, qui souffrent de diabète, d'insuffisance rénale, maladies cardiovasculaires, puis ça peut même entraîner la mort. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière nous pouvons lutter contre les îlots de chaleur urbains? Bien, ça, c'est là que c'est intéressant, parce que oui, c'est une problématique, mais il y a des façons d'agir, par contre. Il y a des façons de construire nos villes qui vont nous permettre de diminuer les effets des îlots de chaleur urbains. Une des premières mesures de lutte contre les îlots de chaleur qu'on peut identifier, c'est la végétalisation. Végétalisation de nos villes par les arbres, les arbustes, les plantes, l'agriculture urbaine également. Donc, ça va permettre de créer de l'ombre, d'améliorer... Il y a même d'autres effets, hein. Il y a la pollution de l'air qui va être diminuée également, la qualité de l'eau aussi. Et puis, ça va nous permettre de diminuer la chaleur. Une autre des façons, c'est d'utiliser des matériaux qui sont plus perméables. On le disait tout à l'heure, hein, l'imperméabilité des matériaux ne permet pas à l'eau de s'infiltrer dans le sol puis de rafraîchir l'atmosphère par la suite. Donc, on peut utiliser des matériaux imperméables. Qu'on parle ici de sable, de gravier, lorsqu'on va construire des stationnements, par exemple, parce que la problématique des îlots de chaleur, les stationnements sont un grand contributeur, je dirais. Une autre des façons, ce sera d'aménager de créer des aménagements, en fait, qui vont permettre justement de capter l'eau et puis de le retourner
soit dans le réseau d'aqueduc ou encore le capter par la végétalisation. Donc, on parle ici de nous, on parle ici de jardins pluviaux, donc différentes façons comme ça. Une autre façon qu'on pourra utiliser pour contrer les effets des îlots de chaleur, ce sera d'utiliser des revêtements également moins foncés, donc avec un albédo plus élevé. On parle par exemple de toitures blanches. On en a vu dernièrement plusieurs arrondissements, par exemple de la ville de Montréal, qui ont adopté des mesures dans leurs règlements municipaux. Donc, on demande maintenant aux propriétaires d'immeubles qui ont des toitures plates de mettre un toit blanc lorsqu'ils refont leur toiture ou encore pour les nouveaux établissements. Donc, c'est une façon. Le parement des bâtiments également. On peut aussi travailler sur les bâtiments en soi parce que la chaleur, oui, on la vit à l'extérieur, mais on peut aussi la vivre de l'intérieur. Donc, pour les habitants, on le disait tout à l'heure, les populations vulnérables, les gens isolés, les personnes âgées qui vont se retrouver en résidence. Donc, il y a des façons de travailler les bâtiments, que ce soit par des façons de ventiler les bâtiments de meilleure façon. Également de créer de l'ombre sur les bâtiments. Bon, on disait tout à l'heure avec les arbres, mais également on peut aller mettre des pare-soleil sur les fenêtres, donc qui vont permettre d'éviter de trop laisser entrer la chaleur dans les bâtiments. Donc, c'est intéressant pour nos populations vulnérables. Pouvez-vous partager avec nous quelques exemples concrets d'aménagements qui ont pu faire une différence? En fait, dans le cadre d'un appel de projet que l'Institut national de santé publique a réalisé au cours des années 2010 à 2012, on a eu une 50aine de projets de lutte contre les îlots de chaleur urbains qui ont été créés. Des projets tous très intéressants, mais il y en a quelques-uns dont j'ai envie de vous parler. Un projet, entre autres, à Saint-Jean-sur-Richelieu, où on avait 2 cours d'école juxtaposés, une école primaire, une école secondaire, et l'ensemble de la cour d'école était constitué d'asphalte. Donc, on disait tout à l'heure, l'asphalte est un matériau qui est imperméable et qui réfléchit la chaleur. Donc, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont eu l'idée d'aménager, de réaménager les cours d'école. Donc, ils ont enlevé beaucoup d'asphalte. Ils ont créé des aires de jeu avec du gazon, ils ont créé des auvents. Donc, pour permettre aux jeunes, autant de l'école primaire que de l'école secondaire, de vraiment bien profiter de leur récréation, de pouvoir sortir à l'extérieur et puis vraiment de moins souffrir des effets de la chaleur. Je vous dirais aussi que dans la cour d'école secondaire, ce n'est même plus une cour d'école, c'est un stationnement qui était utilisé. Donc, ce projet-là est bien intéressant, puis on a vu une appropriation aussi de ces cours d'école-là. Un autre projet qui a été réalisé dans Montréal-Nord, c'est un projet qui s'appelle la voisinerie. On parle ici d'édifices de logement pour des personnes à faible revenu. Il y avait un très grand stationnement qui était à l'intérieur d'un périmètre de bâtiment. Très grand stationnement pour une population très vulnérable, donc qui a des faibles moyens, qui n'a pas de voiture. Il y a la moitié du stationnement qui a été enlevé. Et puis, ce qu'on en a fait, on a fait de l'agriculture urbaine, jardins en pleine terre, des pots, des bacs d'agriculture urbaine également. On a créé des espaces d'ombre pour les enfants pour qu'ils puissent aller s'amuser là. On a également planté des arbres. Donc, c'est vraiment un projet intéressant qui a été réalisé. Et puis, finalement, c'était très difficile de choisir seulement quelques projets parmi cette cinquantaine de beaux projets-là. Il y a un projet également qui a été réalisé dans le quartier-ville, qui est une ruelle. C'était une ruelle qui avait, on le disait tout à l'heure, les problématiques d'eau qui ne percole pas. Donc, il y avait beaucoup d'eau qui s'emmagasinait dans la ruelle. C'était une ruelle très sombre, beaucoup de criminalité qui s'y produisait. Et puis, grâce à ce projet-là, eh bien, maintenant, problématique d'eau n'a plus cours. Maintenant, l'eau réussit grâce aux matériaux perméables qui ont été utilisés et grâce aux arbres qui ont été plantés autour de la ruelle et puis les arbustes beaucoup aussi. Donc, cette problématique-là a été évacuée. Puis, le gain de fraîcheur, je crois, était très intéressant aussi. Pouvez-vous nous parler des différents co-bénéfices qui sont apportés par ces mesures de verdissement? Ah, bien sûr. C'est là aussi, ça devient très intéressant parce que
oui, on va agir pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, pour faire diminuer la chaleur ambiante, mais il y a plein d'autres bénéfices qu'on retrouve dans ces types de projets-là. On le mentionnait tout à l'heure, cours d'école, lorsqu'on réussit à verdir la cour, les jeunes vont se l'approprier, vont pouvoir plus bouger. Donc, s'ils bougent plus, bien, ils font plus d'activité physique, sont plus en santé. C'est un des bénéfices intéressants des espaces verts sur la santé, autant des jeunes que des personnes plus âgées. Si on crée des corridors verts en plantant des arbres, pas obligé de faire une forêt, simplement planter des arbres le long d'une rue, bien, les personnes vont être plus en mesure de pouvoir marcher pour se rendre d'un endroit à un autre sans souffrir de la chaleur. Donc, cet effet-là est très intéressant aussi. Donc, tout ce qui est activité physique. Également, les bénéfices qu'on peut retrouver lorsqu'on a de l'agriculture urbaine dans un secteur qu'on a densifié, où on a densifié la végétation, c'est cette possibilité pour les populations à faible revenu d'avoir accès à des fruits, des légumes frais, ce qui est parfois très difficile. Je vous parlais plus tôt du projet de la voisinerie. C'était un projet qui était dans un désert alimentaire, donc l'endroit le plus près pour les gens pour aller se procurer des fruits, des légumes frais, c'était un dépanneur où on vendait les oranges à 1,50 $ l'unité. Sinon, l'épicerie la plus près était presque 30 minutes de marche, donc c'est très difficile pour eux de se rendre là. Donc, avec les jardins, les bacs d'agriculture urbaine qu'ils ont créés, bien, ils ont été en mesure, oui, de se nourrir eux-mêmes, mais même de réussir à vendre une partie de leur production. Comme on le voit aussi, c'est pas des projets, lorsqu'on a des projets qui se réalisent comme ça dans des infrastructures à ce niveau-là, bien, il y a des gens qui doivent les réaliser. Donc, les gens mettent la main à la pâte, si on veut, puis ça crée des liens entre les gens. On a une solidarité sociale qui vient se créer grâce à ce type d'aménagement qui peut être très, très intéressant d'un point de vue social également. On l'a vu aussi dans les ruelles vertes, où les gens ne connaissaient pas leurs voisins, mais à partir du moment où la ruelle a été plus intéressante, où les enfants ont décidé d'aller jouer au ballon à l'extérieur, bien, les parents sortaient également pour aller surveiller les enfants, rencontrer le voisin. Donc, vraiment, encore une fois, la solidarité peut être développée. Lorsqu'on utiliser n'est peut-être pas le bon terme, mais lorsqu'on emploie des jeunes raccrocheurs, des jeunes délinquants pour planter des arbres, c'est de la réinsertion sociale aussi qu'on vient faire. On vient réduire, dans certains cas, la criminalité des quartiers. Je le mentionnais tout à l'heure avec le projet à Cartierville où il y a une ruelle verte qui a été créée. C'était un endroit où il y avait des transactions de drogue, qu'il y avait de la prostitution. Puis maintenant, grâce à ce réaménagement, les gens fréquentent plus la ruelle. La criminalité a presque été évacuée de ce secteur-là. Donc, c'est un autre éco-bénéfice qu'on peut retrouver. En conclusion, quel message souhaitez-vous passer aux professionnels de la santé et à la population quant au changement climatique? Bien, en fait, moi, je dirais surtout avec mon expertise, avec la lutte contre les îlots de chaleur urbains, je vous dirais que le verdissement, c'est très important dans les villes. Par contre, il faut faire attention de quelle façon on le fait. On l'a vu dernièrement à Montréal avec la problématique d'Agril-Dufresne, qui est maintenant rendue même jusqu'à Québec. Il faut faire attention au type de plantation qu'on va faire, d'essayer de favoriser la biodiversité le plus possible pour éviter d'avoir des épidémies de maladies qui vont s'attaquer à certaines espèces en particulier. Un autre des problématiques qui peut être engendrée lorsqu'on crée de beaux espaces verts, c'est que ça va augmenter la valeur des zones, des bâtiments environnants. Puis, lorsqu'on veut parfois agir dans un quartier où il y a une grande défavorisation sociale et matérielle, et puis que finalement les immeubles, le coût des loyers augmente, et on chasse la population qu'on voulait aider en créant ce qu'on appelle une gentrification verte. Donc, il faut vraiment faire attention de garder des secteurs à faible revenu, mais continuer à végétaliser, puis à créer des parcs et des espaces verts autour là, pour leur permettre de bien s'adapter à la problématique des changements climatiques.